Alors Georges, on va maintenant explorer une autre partie du corps et on va parler de la main. Oui, tout à fait. C'est évidemment une suite assez logique, je dirais, dans l'ensemble de cette matinée. Et on va parler maintenant d'une réalisation à la fois chirurgicale et médicale remarquable, qui est la greffe de main. On sait combien la main est essentielle, bien sûr, pour l'homme dans tous les métiers, y compris même celui de l'écriture, et nous avons la chance de pouvoir bénéficier de toute l'expérience aujourd'hui du professeur Frédéric Schwint, qui est chargé de cours à la faculté de médecine et à la faculté des sciences de la motricité de l'ULB, chef de service d'orthopédie traumatologie à l'hôpital Erasme et directeur médical de la banque d'os et de tissus de l'hôpital Erasme. Il est membre de nombreuses sociétés scientifiques, ex-président de la Société royale belge de chirurgie osseuse et traumatologie, du Belgian Hand Group et du Belgian Orthopedic Trauma Association. Il est auteur de plus de 200 publications dans des revues à comité de lecture et il va nous faire un exposé sur le bilan et les leçons de la transplantation belge de la main dont il est certainement un des tout grands réalisateurs. Alors voilà, professeur Schwint, à vous la parole. Merci beaucoup, Monsieur le Président, cher Georges. Monsieur le secrétaire perpétuel, messieurs, dames, les académiciens, mesdames, messieurs, avant de parler de la transplantation de main, je voudrais juste m'associer à l'hommage qui a été rendu au professeur Deslois, que j'ai connu très bien depuis que nous étions jeunes assistants et étions tous les deux intéressés par de la recherche. Notre première rencontre, c'était lors d'un congrès au Canada, à Ottawa, avec le professeur Ruthoff. J'en viens à la transplantation de main. Et malheureusement, il y a quelques vidéos dans mon exposé qui ne passent pas dans la version qui vous est transmise et que je vois sur mon écran. C'est un cas unique que je vous présente et je voulais vous dire ce que nous a appris ce cas qui a été opéré il y a déjà 19 ans. Alors, était-ce une bonne indication? C'était un jeune boucher qui avait eu sa main écrasée dans un broyeur à viande. Le patient était très motivé, il avait un bon moignon, il n'avait aucune contre-indication ni générale ni locale à la transplantation et le patient, montrant sa motivation, avait la meilleure fonction que j'ai jamais vue avec une prothèse myoélectrique, mais évidemment avec ses limitations d'un mouvement lent et de l'absence de sensibilité. Et puis le patient avait une évaluation psychologique avant transplantation qui était favorable, même s'il avait eu quelques problèmes psychologiques dans l'adolescence. Cependant, l'amputation était unilatérale et ces problèmes psychologiques, en fait, ont été sous-estimés au moment de la transplantation. Alors, nous avons mis le patient sur, entre guillemets, la liste de transplantation et quelques mois plus tard, nous avons eu un donneur décédé d'une hémorragie intracérébrale qui avait une compatibilité ABO, qui avait un cross-match négatif et une bonne compatibilité HLA. Nous avons obtenu l'accord de la famille et par chance également, cette main avait une taille et une morphologie tout à fait similaires à celle de la main restante de l'autre côté du receveur. Et nous avons pratiqué le prélèvement avant les autres organes, en fait en mettant un garrot pneumatique et en une demi-heure obtenant ce segment de membre. Bien entendu, après le prélèvement des autres organes, le cadavre a été restitué par une prothèse esthétique que nous avions confectionnée au préalable. La durée d'ischémie a été de 6 heures et la durée totale de l'intervention a été de 12 heures. Et voilà l'aspect de la main à la fin de l'intervention, avant le pansement. Et le patient a eu un schéma classique d'immunosuppression, comme s'il avait une transplantation rénale. Alors qu'avons-nous appris de ce cas, maintenant avec un follow-up de 19 ans? D'abord, la récupération fonctionnelle a été excellente, bien meilleure et bien plus rapide qu'après une replantation de la main pour une amputation traumatique.
Voilà le patient à 2 mois de sa transplantation qui travaille avec les kinésithérapeutes. Je ne pense pas que vous voyez la vidéo comme moi je vois très bien sur mon écran ici à droite, mais le patient a déjà une bonne fonction. À 3 mois de l'intervention, le patient a été capable de conduire sa voiture et de faire du vélo et son signe de Tinel avait progressé jusqu'au niveau de la paume. Vous voyez la fonction du patient à ce moment-là. À 6 mois de l'intervention, le patient a également une très bonne fonction de la main. Pour ceux qui connaissent un peu la chirurgie de la main, vous pourrez observer qu'il a une bonne récupération des muscles extrinsèques, mais que les muscles intrinsèques de la main sont encore paralysés. À 40 mois, lorsque nous avons publié ce patient pour la première fois, eh bien, le patient avait repris son travail, il faisait du sport chaque semaine, son allogreffe était totalement incorporé dans son schéma corporel. Le patient avait une bonne sensibilité, il était capable de faire la discrimination de 2 pressions distantes de moins de 6 mm au niveau du pouce et de l'index, la normale étant de moins de 5 mm, et le patient avait à ce moment-là une bonne récupération des muscles intrinsèques. Je crains que vous ne voyez pas non plus les 2 vidéos que je vois sur mon écran ici à droite. Je vous les présenterai si vous le voulez pendant les questions et réponses. On les voit bien. Ah, vous les voyez, miracle. Tout à l'heure, ça ne marchait pas. Et alors, il ne faudra pas les présenter tout à l'heure. Et le patient avait une déformation qu'on voit ici en Z du pouce qui limitait quelque peu ses possibilités de prise. À 40 mois de l'intervention, toujours selon les critères de chaîne de replantation, le résultat peut être qualifié entre bon ou excellent. Et voilà la diminution du DASH, qui est un score de handicap, et la progression du score de 400 points, qui était très satisfaisante. 10 ans après, nous avons refait donc chaque année des bilans fonctionnels, mais le bilan à 10 ans révélait que le patient travaille toujours d'ailleurs. Il faisait du sport, son allogreffe était totalement incorporé dans son schéma corporel. Le patient n'avait pas mal, il n'a d'ailleurs jamais eu mal. Il était très satisfait de son intervention. Le DASH était très bas, le score des 400 points assez haut. Et selon le score qui a été développé par nos collègues italiens, Lanzetta, le résultat de transplantation était considéré comme excellent. Le patient avait une bonne fonction des muscles extrinsèques et intrinsèques, mais cependant, la force de poigne était fortement diminuée. Cette main était mobile et pas encore totalement mobile, j'y viens dans une minute, mais elle était relativement faible, une force du 5e du côté contralatéral. Il y avait toujours cette déformation en Z du pouce et également la flexion des doigts longs n'était plus complète, elle était limitée du fait manifestement d'adhérence au niveau des tendons fléchisseurs, traduisant peut-être des phénomènes de rejet chronique. À 18 ans, la main est nettement plus raide, mais le patient s'en sert, elle est bien sensible, il travaille toujours, il fait toujours du sport, il est même devenu père et il n'y a pas de complications récentes de l'immunosuppression. J'y viens dans quelques minutes. Autre leçon retenue, c'est que le résultat cosmétique, au moins initialement, a été extrêmement favorable, comme vous pouvez en juger. Sur clin d'œil à Olivier Cornu, sur le plan de la consolidation osseuse, elle a été très rapide et de manière très intéressante. Le cal périosté est d'abord apparu du côté des os transplantés avant d'apparaître du côté des os receveurs. Sur le plan neurologique, nous avons eu une observation tout à fait étonnante. Le patient nous a dit qu'il avait une certaine sensibilité immédiate. Nous ne l'avons pas cru jusqu'à ce que les kinésithérapeutes nous disent « mais si, il sent ». Puis nous avons été convaincus nous-mêmes et nous avons même convaincu un neurologue. En fait, lorsque on touchait de manière légère la région de la tabatière anatomique ou le dos ulnaire de la main, le patient, les yeux fermés, nous disait « je sens que vous me touchez, je sens que vous ne me touchez pas ». À l'époque, la résonance magnétique fonctionnelle était en développement tout récent et donc le docteur Neugroschel, radiologue, nous a fait cette résonance magnétique fonctionnelle montrant que quand on touchait légèrement la région de la tabatière anatomique, eh bien, il y avait une activité cérébrale et dans un groupe contrôle de 10 patients présentant une lésion complète du plexus brachial avec anesthésie de la main, eh bien, il n'y avait aucune activité cérébrale.
Et les mêmes observations ont été faites après 2 et 4 mois avec un signal cérébral un peu atténué par rapport à ce qu'on a observé 10 jours après la transplantation. Des tests électrophysiologiques ont été réalisés, mais n'ont pas montré de conduction. Et cette sensibilité initiale a persisté pendant qu'en même temps, il y avait la progression du signe de Tinel qui a été assez rapide, d'1,7 mm par jour. Sur une biopsie réalisée pour rechercher un rejet éventuel qui n'était pas présent, eh bien, on a vu des fibres sans dégénérescence valérienne. Le patient n'a eu aucune douleur, aucun signe de CRPS. Il a eu une croissance normale initiale dans tous les cas des ongles et des poils, mais le patient, dès le début, a souffert d'une intolérance au froid, ce qui était un problème important pour lui parce qu'il doit toujours prendre de la viande dans les frigos. Je vous rappelle que c'est un boucher traiteur. Sur le plan de la sensibilité, nous avons eu la chance d'avoir une évaluation indépendante de cette main transplantée par nos collègues de Saint-Luc, le professeur maintenant Libouton, le professeur Tonard et le professeur Barbier. Alors, ils ont utilisé les filaments de Saint-Weinstein. Ils ont montré que le patient avait une bonne sensibilité, mais pas du tout une sensibilité normale. Ils ont utilisé ces dômes qui sont mieux que le test de discrimination de Weber. Et de nouveau, le patient avait une bonne sensibilité, mais loin de la normale. Très intéressant, le patient avait une sensibilité normale pour ce qui concernait la discrimination des textures et cette observation renforce toute une série d'autres recherches qui ont été faites à Saint-Luc et qui sont dans la thèse de Xavier Libouton sur la discrimination des textures qui ne suit pas les voies de sensibilité bien connues et reconnues. Alors, je vous ai dit que le patient avait des problèmes psychologiques dans l'adolescence. Eh bien, ces problèmes psychologiques sont finalement le principal problème de ce patient. Le patient souffrait d'intolérance au froid et donc nous avons eu la grande surprise désagréable de voir le patient qui a fait une tentative de suicide à 20 mois de sa transplantation. Heureusement, c'est le seul épisode en ces 19 ans. Mais également, autre problème psychologique, c'est que le patient savait qu'avec le professeur Goldman et le professeur Lemoine, nous conduisions en parallèle des recherches à Gosselies sur l'induction de tolérance avec un modèle de transplantation expérimentale de pattes chez la souris. Et donc, il savait, le receveur était un patient très intelligent, et donc il s'est dit qu'il allait tester sur lui-même, et donc il a commencé à diminuer son immunosuppression, et puis il l'a franchement arrêté, et pendant plusieurs mois, rien ne s'est passé. Et puis en hiver, le patient a fait une infection virale des voies aériennes supérieures et est apparu le premier rejet très sévère avec cet aspect. J'ai fait des photographies à ce moment-là. La biopsie a confirmé les lésions de rejet et on a observé également des anomalies inguinales. Le patient a eu un traitement entre guillemets classique du rejet, complété d'un traitement topique de pommade corticoïde et au tacrolimus. Et toutes les lésions sont disparues aux deux niveaux du dos de la main et au niveau de l'avant-bras transplanté, mais pas au niveau de la paume, où la main est devenue un peu hyper kératosique et surtout les lésions inguinales ont fortement progressé jusqu'à la disparition vraiment des ongles. Des biopsies à ce moment-là réalisées au dos de la main et au niveau de l'avant-bras étaient tout à fait normales, il n'y avait pas de signe de rejet, tandis qu'au niveau de la paume, il y avait des lésions qui ressemblaient un peu à celles observées dans le psoriasis. Nous avons plus tard contacté tous les autres centres qui avaient fait des transplantations de mains et nous avons trouvé 4 ou 5, je ne sais plus, cas de rejet similaires et cela fait l'objet d'une publication sous forme d'une forme particulière de rejet en transplantation de la main. Alors le patient a gardé ses lésions jusqu'à ce qu'il aille en vacances au soleil et puis les lésions ont diminué mais les ongles sont restés anormaux et la peau palmaire reste toujours hyperkératosique. De manière très intéressante, le résultat moteur et sensitif de la main n'a pas été affecté par cet épisode de rejet et de même les radiographies sont restées normales. Le patient, après, a mieux pris son immunosuppression, mais de temps en temps oublie quand même ses pilules, ce qui est un problème évidemment important. Alors,
au cours des années, le patient a eu quelques complications mineures de l'immunosuppression. Dans les 2 premiers jours qui ont suivi la transplantation, il a présenté une hyperglycémie transitoire. Il a eu plusieurs épisodes d'infection virale et outre les complications liées à cet arrêt pendant plusieurs mois de l'immunosuppression. Après ce premier épisode de rejet, tous les 2 ans peut-être, il fait un petit rejet également qui est facilement traité. Donc en conclusion, je pense que ce cas montre que la transplantation de main est faisable sur le plan chirurgical, mais également sur le plan immunologique et peut mener à de bons résultats fonctionnels. Mais la main reste bien entendu un tissu très immunogénique et c'est lié évidemment essentiellement à la peau. Les problèmes éthiques qui se posaient il y a 19 ans, ils sont toujours là évidemment. Pouvons-nous exposer des patients jeunes au risque de l'immunosuppression? Et je vais vous dire dans quelques minutes qu'ils sont très importants, ces risques. Est-ce que les patients prendront réellement leur immunosuppression toute leur vie? Nous avons vu que pour ce patient, c'est difficile et il a fait des essais d'arrêter l'immunosuppression contre notre avis, mais c'est lui qui décide in fine. Comment ces mains transplantées vont-elles évoluer avec le temps? Je vous ai dit que la mobilité des doigts s'était progressivement réduite, comme s'il y avait des adhérences au niveau des tendons fléchisseurs. Autre problème, c'est qu'il y a un petit nombre de candidats, mais il y a très peu de donneurs. Voici une patiente que nous avons vu avec cette transplantation au niveau des coudes, qui a été sur la liste de transplantation et pendant 5 ans, on ne lui a pas trouvé de donneur jusqu'à ce que la patiente décide elle-même que Dieu avait décidé qu'elle soit comme ça et qu'elle ne voulait plus la transplantation. Palmira Petruzzo a publié en 2009, à ce moment-là, l'expérience mondiale de la transplantation de main. Notre cas en fait partie. L'âge moyen à la transplantation était de 34 ans. Le délai d'attente moyen était de 11 mois. Il y avait à ce moment-là 2 transplantations de doigts, 30 de main, dans notre cas, et 4 au-dessus du coude. La durée moyenne du prélèvement était de 1 heure et la durée moyenne de l'intervention était de 10 heures. Notre cas est le seul dans cette série où le prélèvement de la main s'est fait avant les autres organes, donc la durée d'ischémie était plus courte que pour les autres cas, ce qui explique peut-être les très bons résultats fonctionnels chez notre patient. La durée de follow-up à ce moment-là, en 2009, était entre 6 mois et 10 ans. Il y avait un décès d'un patient, opéré en France d'une transplantation simultanée de face et bilatérale de main. La survie de l'allogreffe à ce moment-là était de 92%, donc il y avait 3 échecs. Le premier patient français du professeur Dubernard du fait d'un problème de non-compliance de nouveau, et puis 2 complications vasculaires tardives. 85% des patients ont eu un rejet dans la première année, toujours réversible chez les patients compliants. Tous les patients ont développé au moins une sensibilité de protection et la plupart ont récupéré pas mal sur le plan fonctionnel. Il y a eu des complications dans cette série, donc il n'y a pas beaucoup de cas et pourtant il y a eu des complications très sévères, des infections opportunistes à cytomegalovirus, à Epstein-Barr, des infections bactériennes et mycotiques finalement, et on sait que les infections à cytomegalovirus peuvent déclencher des épisodes de rejet et le seul décès est lié à une infection bactérienne. Mais il y a eu également des complications métaboliques, d'hyperglycémie, d'insuffisance rénale, de Cushing, d'hypertension artérielle, d'ostéonécrose des têtes fémorales, d'hyperparathyroïdie. Et il y a eu également 2 complications oncologiques dans cette petite série, un cancer cutané et un lymphome. Aujourd'hui, il y a plus de 120 transplantations de mains, en général, je veux dire, mains aux membres supérieurs documentés dans le monde. Il semble qu'il y ait plus de cas non documentés, notamment en Chine. Dans les pays, excepté la Chine, la survie des patients était de 98% et de l'allogreffe de 83%. Et certains articles disent qu'aujourd'hui, aux États-Unis et en Grande-Bretagne, dans des indications sélectionnées, c'est-à-dire chez le patient motivé avec une amputation bilatérale, la transplantation de main peut être considérée comme standard care. Il y a eu également une transplantation bilatérale de main chez un enfant qui était déjà sous immunosuppression pour une transplantation rénale avec, paraît-il, un bon résultat fonctionnel, mais plusieurs épisodes de rejet. La littérature confirme bien les risques de transplantation. Par exemple, il y a eu d'autres cas d'ostéonécrose des têtes fémorales.
Andrew Lee, qui nous avait visité quelque temps après la transplantation des États-Unis, recommande actuellement, je ne sais pas s'il l'a vraiment fait, un traitement par immunomodulation, c'est-à-dire une infusion de moelle osseuse au moment de la transplantation et une faible dose de monothérapie de tacrolimus. Alors, si l'on compare transplantation de main et prothèse, vous savez que les prothèses ont fait beaucoup de progrès, la transplantation donne un meilleur aspect cosmétique, une meilleure fonction de la sensibilité qui est difficile à obtenir avec les prothèses et surtout donne aux patients la sensation d'avoir retrouvé son intégrité corporelle. En cas d'amputation unilatérale, une transplantation de main est utilisée et pas ou pratiquement pas une prothèse unilatérale. Par contre, la prothèse est moins chère. Alors, vous allez me dire que la prothèse, c'est très cher. En fait, la prothèse est moins chère sur le long terme compte tenu des coûts de l'immunosuppression. La prothèse, aujourd'hui, peut être high-tech. On parle de prothèse bionique qui peut être ostéo-intégrée au niveau de l'os, qui peut avoir une mobilité indépendante des doigts, qui peut avoir même une certaine sensibilité aujourd'hui. Mais les prothèses high-tech sont bien utilisées par des patients jeunes motivés après une rééducation intensive. Là, évidemment, avec les prothèses, il n'y a pas de complications de l'immunosuppression. Donc aujourd'hui, je pense que les indications de transplantation de main sont les amputations bilatérales de main, au-dessous ou au-dessus du coude. Peut-être c'est beaucoup plus discutable pour une amputation unilatérale comme notre patient. Il faut que le patient soit motivé, qu'il soit solide sur le plan psychologique, qu'il n'ait pas de contre-indication générale à l'immunosuppression et puis qu'il y ait un bon moignon aussi avec du muscle, des nerfs qui ne soient pas avulsés. Et aujourd'hui, la transplantation est indiquée chez l'adulte alors qu'il y a en fait beaucoup d'indications potentielles chez l'enfant avec des déformations congénitales, mais bien sûr, le problème éthique est encore plus important que chez l'adulte. L'organisation est difficile parce qu'il faut une équipe multidisciplinaire. Ça, c'est pas trop difficile, ça existe dans les hôpitaux universitaires, mais trouver le donneur adéquat s'avère extrêmement difficile puisqu'il faut une compatibilité ABO, si possible une compatibilité immunologique, mais il faut également un morphing morphologique. Par exemple, nous avons eu un candidat à une transplantation qui était un homme qui voulait pas d'une main d'une femme, alors que ça n'a pas d'importance sur le plan immunologique. Il faut évidemment que le donneur ait des mains intactes, c'est pas toujours possible dans les cas de traumatisme, mais aussi des mains bien perfusées, ce qui n'est pas toujours le cas évidemment chez les patients maintenus en vie par des amines. Et je pense que c'est ce que nous avons obtenu chez notre patient. Il faut également l'accord de la famille qui n'est pas facilement obtenu. Donc, en conclusion, la transplantation de main peut donner une bonne fonction, un haut taux de satisfaction des patients. C'est une life-changing, mais pas une life-saving surgery, bien sûr, par rapport à d'autres transplantations. Des épisodes de rejet existent presque toujours, l'immunosuppression reste indispensable. Les complications de l'immunosuppression peuvent être très sévères. Notre patient y a jusqu'ici échappé, mais beaucoup d'autres ont subi ces complications. Peut-être que la solution, c'est une immunosuppression à faible dose, comme le propose Andrew Lee. Il faut bien choisir évidemment le candidat receveur. Notre patient, même s'il est très satisfait de la transplantation, ne s'est pas avéré le cas idéal parce qu'il était unilatéral, mais surtout parce qu'il avait des problèmes psychologiques. Et je termine par cette citation de Andrew Lee. Few procedures have been as life transformative in restoring the body image, motor and sensory functions, activities of daily living and personal autonomy as successful and transplantation. Je vous remercie beaucoup pour votre attention et je suis désolé pour la première vidéo qui n'est pas passée. C'est pas grave, elle ne nous a pas vraiment manqué, professeur Schmidt, c'était tellement intéressant. Et d'ailleurs, je vais me faire plaisir pour une fois, je vais poser ma question, qui est probablement une question très profane, mais est-ce qu'en consultation, on imagine quand même que le nombre d'amputations n'est pas maximal, mais enfin c'est quand même un nombre qui est assez élevé et assez régulier. Est-ce qu'en consultation, vous avez des gens qui vous demandent d'emblée ou qui viennent vous voir d'emblée pour une greffe et à qui vous devez dire non?
Bien sûr, nous avons vu toute une série de patients après la transplantation qui sont venus nous voir et une série d'entre eux n'étaient manifestement pas des indications. Le pire exemple peut-être que j'ai vu, c'est un patient un agriculteur qui avait une amputation de l'auriculaire et qui voulait absolument une transplantation, peu importe le risque de l'immunosuppression, pour retrouver les 5 doigts d'une main, l'autre main étant parfaitement intacte. Voilà, on a refusé. Ce patient, des années après, par ailleurs, me consulte pour d'autres choses, n'est plus demandeur. Mais voilà, on a eu ces demandes. Et puis, il y en a eu des demandes qu'on n'a pas pu honorer, notamment cette pauvre patiente avec cette amputation au-dessus des coudes. On n'a pas trouvé de donneur pendant 5 ans, jusqu'à ce que la patiente elle-même renonce. C'est un certain stress d'être sur la liste de transplantation, d'attendre un appel qui ne vient jamais. Et voilà. Et quand vous parlez de problèmes... Alors, aussi, autre chose, c'est que dans les transplantations envisagées, nous avons pensé qu'il fallait les réaliser dans notre institution, ce qui limite encore plus le choix des donneurs. Et quand vous parlez de problèmes psychologiques, ça veut dire que est-ce qu'on n'exclut pas d'emblée des gens qui seraient très récemment amputés? Parce que j'imagine qu'il y a quand même au moment de l'amputation un suivi psychologique à faire et que la plupart des gens n'acceptent pas d'emblée de perdre un membre. Mais effectivement, c'est une souffrance qui n'est pas quantifiée très bien par les médecins. La perte de l'intégrité corporelle est quelque chose qui est très mal toléré par nos patients. En fait, tous ces patients transplantés de la main, fondamentalement, qu'est-ce qui les rend satisfaits? C'est de pouvoir serrer la main, c'est de pouvoir prendre leur partenaire dans les bras, c'est d'être de nouveau pas amputé, quoi. Voilà. Et on a vu aussi dans la pratique, ces gens ne sont pas venus me voir pour une transplantation, mais on voit cela, et dans certaines cultures, c'est particulièrement marqué, on voit des gens à qui il ne manque pas grand-chose, il manque une troisième phalange d'un doigt long et qui sont en souffrance psychologique très importante. C'est mieux tolérer évidemment cette souffrance psychologique quand ce sont des amputations justifiées pour l'éradication d'une tumeur, comme dans les cas opérés par Olivier Cornu. Quand c'est traumatique, c'est souvent très mal toléré par les patients. Merci. Alors maintenant, je vais passer la parole à Georges Scientifique qui, lui, va s'occuper de questions du niveau scientifique top du top. Mais pas vraiment. Je dirais que ici, c'est plutôt une question, une interrogation sur le futur. Finalement, on se rend compte que l'exposé magnifique que vient de faire Frédéric nous montre la réussite que peut représenter cela pour le patient, pour la médecine. Le faible taux finalement de complications, en tout cas chez le patient en question, et la réussite au très long cours de cette greffe. Alors la question par rapport à d'autres greffes est de se dire, au fond, est-ce que ce sont principalement des problèmes psychologiques qui réduisent aujourd'hui la fréquence de cette option et quel est l'avenir au fond de cette transplantation de mains ou de membres dans les années futures? Mais c'est difficile évidemment à dire. Le nombre de donneurs se réduit de manière importante par rapport à ce qu'il était il y a 20 ans, donc c'est une première difficulté. Mais d'un autre côté, il y a d'autres indications possibles. Voilà, il pourrait y avoir des indications au niveau du membre inférieur, mais on peut penser qu'il y aura des troubles prolongés de la sensibilité qui feront que ces pieds seront comme des maux perforants plantaires, comme des pieds diabétiques. Nous avons des problèmes non résolus. Par exemple, le professeur Cornu a montré tout à l'heure, je pense, des problèmes de transplantation de coudes. Eh bien, on pourrait très bien imaginer de faire une transplantation vascularisée, une allographie vascularisée de coudes parce que on n'a pas de bonne solution avec les prothèses et qu'on a pas mal de patients jeunes qui ont des coudes explosés à la suite d'un accident de moto ou autre. Donc, il pourrait y avoir d'autres indications de ces transplantations. Voilà. C'est difficile de dire de quoi l'avenir sera fait. D'un autre côté, les progrès des prothèses sont considérables. Aujourd'hui, on est capable d'implanter des stimulateurs au niveau des nerfs périphériques qui donnent un ersatz de sensibilité pour des gens qui ont des mains insensibles. Voilà, peut-être que l'avenir est plutôt de ce côté-là, je ne sais pas. Par ailleurs, il y a tout un volet d'enfants qui présentent des différences congénitales qui pourraient bénéficier de telles techniques et qui, en plus, pourraient avoir une tolérance plus
aisé pour des raisons immunologiques aux transplantations, mais personne n'a osé faire le pas et je le comprends 100%. Merci beaucoup, professeur Schwint. Restez avec nous parce que j'imagine qu'à un moment, certains vont poser des questions qui peut-être nécessiteraient votre présence à tous les trois. On va poursuivre. Mais je ne voudrais pas rater l'exposé du professeur Mangelet. Eh bien voilà, moi, restez donc là.